Bonjour les amateurs de livres, bienvenue sur la chaîne Voix Livre. N'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos. Aujourd'hui, nous abordons le livre Le Petit Prince de l'auteur Antoine de Saint-Exupéry. Alors, c'est une histoire à la fois très poétique et philosophique. Ça raconte une rencontre, mais alors une rencontre improbable en plein désert du Sahara. Oui, tout à fait. Notre narrateur, un aviateur, son avion est en panne, et il tombe nez à nez avec un jeune garçon. Cheveux d'or, venu d'une autre planète, minuscule, l'astéroïde B612. Et ce désert, il devient le lieu d'une exploration vraiment touchante de l'enfance, l'amitié, l'amour aussi, la perte et le sens de la vie, carrément. C'est souvent dit, hein, un conte pour enfants qui parle aux adultes. Ah oui, absolument. C'est un livre qui a une magie intemporelle, je trouve. Il nous pousse à nous interroger sur notre regard d'adulte qui est souvent très pragmatique, quoi. Et peut-être à retrouver cet essentiel qu'on a un peu mis de côté. Derrière les mots, qui sont très simples, et les dessins de Saint-Exupéry lui-même, il y a une profondeur remarquable. D'ailleurs, ça commence bien avant le désert, l'histoire. Le narrateur, il se souvient de son enfance et de son incompréhension face aux grandes personnes. Son fameux dessin numéro 1, vous savez, le serpent boa qui digère un éléphant. Ah oui, le chapeau. Voilà, systématiquement vu comme un chapeau. Et même son dessin numéro 2, où il montre l'intérieur du boa, ça n'a entraîné que des conseils très terre à terre. Laisse tomber le dessin, fais plutôt de la géo ou du calcul. Et voilà, dès le début, le thème central est là. Ce fossé entre l'imagination de l'enfant qui voit au-delà de ce qui est montré, et puis la logique adulte très centrée sur l'utile, le visible. Ce dessin, c'est pas juste une petite anecdote, c'est vraiment une clé pour lire tout le livre. Cette incapacité à voir l'éléphant dans le boa, c'est l'incapacité à voir l'essentiel en fait. Et donc, des années après, il est pilote et il tombe en panne dans le Sahara. Et c'est là qu'il entend cette petite voix. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Il essaye plusieurs fois. Un mouton malade, non. Un bélier, non plus. Un trop vieux. Il s'impatiente un peu, le narrateur. Oui, un peu excédé, il dessine une caisse. Et il dit « Le mouton que tu veux est dedans. » Et la surprise. Le petit prince est aux anges. Il est ravi parce qu'il voit l'invisible. Justement, il ne voulait pas une image parfaite du mouton, il voulait l'idée du mouton, celui qu'il pouvait imaginer lui dans cette caisse. C'est une leçon magnifique sur l'imagination, ça. Ce n'est pas l'objet qui compte, mais ce qu'il représente pour nous. Et petit à petit, on en apprend plus. Le petit prince vient de cet astéroïde B612, à peine plus grand qu'une maison. Le narrateur raconte même l'histoire de sa découverte par un astronome turc. Au début, personne ne le croit à cause de son costume traditionnel. Ah oui, Et puis, quand il revient habillé à l'occidental, là, tout le monde l'écoute. c'est une critique assez directe de la superficialité ambiante. Le monde des adultes tel qu'il est par là, il est obsédé par les chiffres. Combien gagne son père ce genre de choses. Par les apparences, le statut, le costume de l'astronome, c'est ça. On oublie de demander quel est le son de sa voix, quel jeu il préfère. Et cette petite planète B612, c'est ça. C'est ce monde intérieur, très personnel, qu'il faut arriver à protéger. D'ailleurs, protéger sa planète, le petit prince, il le fait tous les jours. Il arrache les pousses de baobab. Mhm. Parce que s'il les laissait grandir, elle ferait exploiter son astéroïde. C'est une discipline quotidienne. Ces baobabs, quelle image quand même. On peut y voir nos mauvaises pensées, peut-être nos défauts ou les problèmes qu'on laisse traîner. Si on ne s'en occupe pas quand ils sont tout petits, ça peut devenir dévastateur. C'est une belle métaphore de la responsabilité, de cette vigilance intérieure dont on a besoin. Chacun gère ses baobabs à sa façon, j'imagine. Ça fait réfléchir, non? Le petit prince, il adore aussi les couchers de soleil. Sur sa planète, elle est si petite, il suffit de tirer sa chaise de quelques pas pour en voir un nouveau. Un jour, il raconte en avoir vu 44. 44? Et il confie, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Oui, cette phrase, elle dit beaucoup sur sa mélancolie profonde. Le coucher de soleil, c'est beau, mais c'est éphémère, c'est la fin de quelque chose. C'est un peu un refuge quand on se sent seul, triste. Ça nous renvoie à ce qui nous console, nous, dans les moments difficiles, finalement.
il y a un moment de tension quand même qui arrive. Le petit prince, il s'inquiète. Est-ce que son mouton, il pourrait manger sa fleur, même avec ses épines? Le narrateur, lui, il est à fond sur son moteur d'avion, il est préoccupé, et il répond un peu sèchement que les épines, ça ne sert à rien. Voilà. Et là, le petit prince explose. Il est en colère, il défend l'importance, mais capitale, de sa fleur qui est unique pour lui. Il accuse le narrateur de parler comme les grandes personnes, de confondre l'essentiel, l'amour pour sa fleur, cette guerre des moutons et des fleurs, avec les choses sérieuses, comme les additions d'un monsieur cramoisi. Et il éclate en sanglots. Oui, c'est un moment. Un vrai point de bascule dans leur relation. Ce conflit, il montre l'abîme qu'il y a entre leurs priorités à ce moment-là. Pour le petit prince, c'est l'amour, la fragilité et les liens. C'est ça qui est vital. Pour le narrateur, c'est la survie matérielle, la mécanique. Et c'est la détresse de l'enfant qui lui fait enfin réaliser l'importance de ce qui n'est pas quantifiable. Il lâche ses outils d'ailleurs, et il prend le petit prince dans ses bras. C'est là que le petit prince raconte son départ de B612. Il y avait cette fleur, apparue un jour, une fleur magnifique, mais aussi un peu vaniteuse, exigeante, même un peu menteuse parfois. Complexe, comme flair. Oui, et il dit qu'il n'a pas su voir la tendresse derrière ses petites manigances, ses maladresses. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots, il regrette. Il est parti sur un malentendu et il est plein de regrets. C'est une exploration très fine, je trouve, des complexités de l'amour, de la communication, l'orgueil qui cache la tendresse, les mots qui peuvent blesser. Son regret est vraiment poignant, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. C'est une leçon assez universelle sur la difficulté d'aimer et l'importance de regarder au-delà des apparences dans nos relations. Après ça, pour s'instruire, dit-il, il visite 6 autres astéroïdes. Et là, c'est un voyage qui le met face à une galerie de portraits d'adultes assez caricaturaux, on peut dire. Ah oui, carrément. Chaque planète, c'est une satire d'une obsession adulte, en fait. Il y a le roi qui règne sur rien du tout, finalement. Le vaniteux qui ne vit que pour les compliments. Le buveur pris dans le cercle vicieux de sa honte. Le businessman. Le businessman qui compte et qui possède les étoiles sans même les regarder. L'allumeur de réverbères, esclave d'une consigne devenue absurde. Et puis le géographe, qui sait tout en théorie, mais qui n'a jamais rien vu de ses propres yeux. Parmi tout cela, lequel vous parlait le plus actuel aujourd'hui? Oula, difficile à dire, hein. Le businessman, avec son obsession des chiffres, de la possession, ça résonne fort avec notre époque très matérialiste, c'est sûr. Mais l'allumeur de réverbères, c'est le seul qui ne s'occupe pas que de lui-même, mais sa vie est vide de sens parce qu'il suit une règle absurde. Ça pose aussi une question très moderne sur le travail, la perte de sens. Mais bon, au final, toutes ces rencontres, elles renforcent surtout la solitude du petit prince et sa recherche de vrais liens, d'amitié authentique. Et c'est le géographe, celui qui ne s'intéresse qu'à l'éternel et qui méprise les fleurs parce qu'elles sont éphémères. C'est lui qui lui dit d'aller sur la terre. Et là, c'est la surprise. Le désert, le silence. Sa toute première rencontre, c'est un serpent. Assez énigmatique d'ailleurs. Oui, un serpent qui parle par énigme, qui parle de la mort comme d'un retour à la terre. Il lui propose même son aide s'il devient trop malheureux sur terre. C'est une figure ambiguë qui représente la finitude, oui, mais peut-être aussi une forme de sagesse un peu tranchante, ou une tentation de l'abandon, qui sait. Après, le serpent, il traverse le désert, il rencontre une petite fleur qui lui dit que les hommes manquent de racines, il grimpe une montagne, il parle à l'écho, il se sent seul, et puis il tombe sur un jardin, rempli de milliers de roses, toutes pareilles à la sienne. Et là, c'est le choc. Ah oui, le choc terrible. Sa fleur lui avait dit qu'elle était unique au monde, et d'un coup, il se sent très ordinaire, avec sa rose ordinaire et ses 3 petits volcans. Il se met à pleurer. C'est un moment clé, ça aussi. C'est la confrontation avec la réalité du monde. Ce qu'on pensait unique, eh bien, ça existe en quantité. C'est douloureux, bien sûr, mais c'est ça qui va lui permettre de comprendre ce qui rend sa rose vraiment unique. Ce n'est pas le fait qu'il n'y en ait pas d'autres comme elle, c'est autre chose. Et c'est là qu'arrive le renard. C'est le renard qui va lui expliquer ce que ça veut dire apprivoiser. Exactement. Apprivoiser, dit le renard, ça veut dire créer des liens. C'est magnifique comme définition. Si tu m'apprivoises, il explique, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Et l'apprivoisement, ça demande du temps, de la patience, des rites. Il faut s'approcher doucement. C'est tout le contraire de la consommation rapide, immédiate. Alors, le petit prince apprivoise le renard, et au moment de se dire au revoir,
Le renard est triste, bien sûr, mais il lui donne son secret, le fameux secret du livre. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le cœur du livre. Oui. Et il ajoute 2 choses essentielles. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante, et tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Voilà. Là, on est vraiment au cœur philosophique du livre. Le renard, il révèle que la valeur des choses, des êtres, ça ne vient pas de leur apparence ou de leur rareté objective. Ça vient du lien affectif qu'on crée avec eux, du temps, de l'attention qu'on leur donne. Sa rose à lui, elle est unique. Parce que c'est la sienne. C'est celle qu'il a arrosée, qu'il a protégée sous un globe, celle pour qui il s'est inquiété. Et cette relation, ben oui, ça crée une responsabilité. Avec cet enseignement en tête, il rencontre ensuite un aiguilleur. L'aiguilleur y voit passer des trains remplis d'adultes qui s'agitent sans savoir où ils vont. Tandis que les enfants, Voilà, les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, dit l'aiguilleur. Puis il rencontre un marchand de pilules qui font économiser le temps de boire. ah oui, la pilule anti-soif. C'est ça. Et le petit prince, il se dit que lui, ce temps gagné, il l'utiliserait pour marcher tout doucement vers une fontaine. Encore une fois, ces rencontres soulignent ce que le renard a enseigné. Les adultes cherchent l'efficacité, la vitesse, gagner du temps, mais souvent ils perdent le sens des choses simples, essentielles. Le plaisir de désirer quelque chose, comme l'eau d'une fontaine, et de marcher pour l'atteindre. On arrive au 8e jour après la panne. Le narrateur et le petit prince y meurent de soif. Ils cherchent un puits désespérément. Et ils finissent par en trouver un, comme par miracle, avec une poulie toute rouillée. L'eau qu'ils boivent ensemble, elle est décrite comme bien plus qu'une simple boisson. Oui, le narrateur dit qu'elle est bonne pour le cœur. Sa valeur, elle vient pas seulement du fait qu'elle désaltère, mais de l'effort qu'ils ont fait ensemble pour la trouver, de leur marche sous les étoiles, du lien qui s'est renforcé entre eux. C'est l'expérience vécue du secret du renard. Il faut chercher avec le cœur. La beauté du désert, elle venait de ce puits caché, tout comme la beauté des choses vient de ce qu'elles ont d'invisible. Mais l'anniversaire de l'arrivée du petit prince sur Terre approche. Le narrateur sent bien que le départ est imminent, et l'angoisse monte chez lui. Il surprend même le petit prince en train de parler avec le serpent, d'organiser son retour pour la nuit même grâce à une morsure rapide. C'est terrible. Et le petit prince, il essaie de consoler le narrateur face à ce qui est inévitable. Il présente sa mort, non pas comme une fin, mais comme une étape. Le corps, c'est juste une vieille écorce abandonnée, trop lourd pour voyager loin. Ce n'est pas triste, insiste-t-il. Et son cadeau d'adieu est incroyable. Le souvenir de son rire dans les étoiles. Chaque étoile deviendra comme un grelot qui rit. C'est une façon de maintenir le lien, même après l'absence physique. Il demande au narrateur de ne pas être là. Et cette nuit-là, près du serpent, le texte dit « Il eut un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura immobile un instant. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Sans bruit. » C'est une fin d'une sobriété et d'une poésie bouleversante. Vraiment. 6 ans plus tard, le narrateur écrit cette histoire pour ne pas oublier son ami. Il dit qu'il est consolé par le rire des étoiles. Mais pas tout à fait. Comme le corps du petit prince a disparu, il veut croire qu'il est retourné sur sa planète. Mais il y a une question qui le hante. Ah oui, la fameuse question de la muselière. Est-ce qu'il a oublié de dessiner la lanière en cuir pour la muselière du mouton? Et si oui, est-ce que le mouton, laissé sans surveillance, a pu manger la fleur? Ce petit détail, ce petit oubli, ça change potentiellement tout l'univers, dit le narrateur. Et c'est sur cette interrogation qu'il nous laisse, une fin ouverte, oui, douce amère, qui nous renvoie à notre propre responsabilité envers ce qu'on a apprivoisé, et puis à la fragilité de ce qui nous est cher. Cette question finale, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? C'est comme une invitation à rester vigilant, à prendre soin activement des liens qu'on a créés, de cet essentiel qui est invisible pour les yeux. Le livre se termine sur le dessin du paysage où le petit prince est apparu et a disparu. Le narrateur dit que c'est le plus beau et le plus triste paysage du monde. Et il demande que si jamais quelqu'un passe par là et rencontre ce petit garçon aux cheveux d'or qui rit et qui ne répond pas aux questions, eh bien qu'on lui écrive vite pour lui dire qu'il est revenu. C'est une dernière invitation à garder le cœur ouvert, à savoir reconnaître l'extraordinaire quand il se présente dans nos vies. Après toute cette discussion, quelle image ou quelle idée du petit prince reste la plus forte, la plus marquante pour chacun finalement? Merci d'avoir exploré le Petit Prince avec nous sur Voix Livre. On se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte littéraire.